Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Un monde de sport, le podcast qui revient chaque mois désormais sur l'actualité sportive. Et aujourd'hui, la une de notre podcast sera évidemment la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc, après un scénario complètement dingue. On y revient dans un instant. On aura également le zapping de l'actualité pour repasser toute l'actualité de ce premier mois de 2026. Et nous terminerons par ce débat. Fabien Galtier a-t-il eu raison de se priver de Gaël Fickou, Grégory Aldrit et Damien Penaud pour le prochain tournoi des 6 Nations qui commence le jeudi 5 février prochain face à l'Irlande pour le 15 de France? Nous nous poserons cette question. Je suis lycéen passionné de sport, de journalisme et j'ai lancé ce podcast pour recevoir des avis, des conseils ainsi que découvrir concrètement cet univers. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, vos idées, vos conseils dans les commentaires des épisodes qui sont à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et également sur YouTube tous les mois désormais. Et on lance directement le podcast avec le sujet à la une, la victoire du Sénégal dans la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal s'est imposé sur le score de 1-0 après une finale dont le scénario retenu les promesses d'un scénario à suspense et à rebondissement qui n'est sûrement pas le scénario imaginé, peut-être pas non plus, loin de là, le scénario rêvé, mais qui nous a livré une finale jamais vue dans l'histoire du football, qui a commencé avec un match d'une vraie intensité. En première période, on a eu de l'intensité, des occasions pour les deux équipes, même si la plus grosse est sénégalaise avec un super barré Yassine Bounou après un face-à-face avec un attaquant sénégalais. Le Sénégal malheureusement n'a pas réussi à marquer, c'est pareil pour le Maroc. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire à 0-0. Et c'est en deuxième mi-temps que le match a commencé à vraiment tomber dans l'irrationnel. Alors tout d'abord, on a eu une deuxième mi-temps un petit peu plus hachée que la première, avec notamment un coup reçu par un défenseur marocain sur corner qui a passé au moins 10 minutes au sol, et donc il y a eu en première un jeu de 10 minutes. Mais ça, c'était sans compter ce qui s'est passé dans les 10 dernières minutes du match. 10 dernières minutes qui ont duré plus de 30. Dans les 10 dernières minutes, l'arbitre de la rencontre a décidé d'annuler un but sénégalais inscrit sur corner pour une poussette sur Achraf Hakimi, le capitaine du Maroc, à l'expérience s'est jeté au sol, ce qui a valu aux Marocains de voir le but sénégalais être refusé sans consultation de la VAR par l'arbitre, qui a pris sa décision immédiatement, alors même que le but n'avait pas été marqué. Et c'est précisément cette décision, combinée à une autre qui est arrivée un petit peu plus tard, qui a fait basculer le match. L'autre décision, c'est évidemment le pénalty sifflé en faveur du Maroc en toute fin de match pour une faute qui existait sur un attaquant du Maroc. Une faute qui néanmoins n'avait premièrement pas conduit à un pénalty, qui a seulement été sifflé après visionnage de la VAR par l'arbitre de la rencontre. Les Sénégalais se sont donc agacés, ont commencé à contester évidemment, puisqu'en 5 minutes ils veulent se faire refuser un but et de se voir le Maroc se voir accorder un penalty. C'est Pape Thiaw à la 91e minute de jeu qui a encouragé ses joueurs à directement rentrer au vestiaire, ce qu'ont fait plusieurs joueurs des Lions de la Teranga, dans lesquels on peut également noter l'attaquant du Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye. Les joueurs sénégalais sont rentrés longtemps au vestiaire, ils sont restés en guise de protestation contre les décisions de l'arbitre. Il faut noter quand même que ce qui a vraiment agacé les hommes de Papio, c'est le fait que la première décision à l'encontre du Sénégalais soit prise sans aucun recul, sans aucun visionnage de la VAR, sans rien du tout. Alors que la deuxième qui n'avait pas été sifflée, l'arbitre a pris le temps de voir la VAR, de vérifier. C'est ça qui a évidemment frustré les joueurs sénégalais, qui donc poussés par leur coach sont entrés au vestiaire, ils sont restés pour placer le match dans l'incertitude la plus totale. Personne ne savait ce qui allait s'en suivre, comment le match allait se solder finalement, jusqu'au moment où l'on a vu une discussion entre Sadio Mané et Claude Leroy, dont la teneur a été révélée un petit peu plus tard, on en parlera juste après. Et donc Sadio Mané, le leader de l'attaque sénégalaise, a pris la décision de demander à ses coéquipiers de rentrer au vestiaire, ce qu'il leur a d'abord demandé en dans un premier temps de ne pas y aller, et puis finalement, après discussion avec Claude Leroy, il est allé les chercher dans les vestiaires. Les Sénégalais sont revenus sur le terrain, et c'est là que la soirée a viré au drame pour un attaquant marocain dont on va parler dans un instant. Juste un petit mot sur donc la teneur des échanges entre Claude Leroy et Sadio Mané. Claude Leroy a révélé après à Canal Plus Afrique que Sadio Mané lui avait demandé ce qu'il aurait fait à sa place, sur quoi Claude Leroy lui a répondu qu'il fallait jouer, que rien n'était fait, que tout pouvait se passer.
C'est ce qu'on a vu Sadio Mané dire à ses coéquipiers lorsqu'ils sont revenus sur le terrain. Retour sur le terrain qui a conduit donc enfin au moment de tirer le penalty, dont la responsabilité a été prise par Brahim Diaz, le numéro 10 marocain, meilleur buteur de la compétition, qui probablement sorti de son match après une interruption de 20 minutes, a tenté une panenka piteusement manquée face à un Edouard Mendy qui n'avait pas bougé de sa ligne de but et qui donc a arrêté cette panenka complètement manquée par l'attaquant du Real Madrid, ce qui pourrait, et ce qu'a laissé penser notamment Kylian Mbappé après le match, avoir de grosses conséquences pour l'attaquant marocain, puisque rater un penalty en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, c'est énorme. Sur Panenka, ça l'est encore plus, mais la déception doit être encore plus grande lorsqu'on sait que c'est une CAN qui a lieu au Maroc, que le Maroc attendait depuis des années. Tout avait été fait pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Le roi du Maroc avait investi énormément. Et donc voilà, tout un peuple voyait le Maroc s'imposer, le Maroc qui arrive en finale. Et donc voilà, c'était les débats avant le match, hein, c'est dire sur les différents médias étaient est-ce une finale imperdable pour le Maroc? C'est dire vraiment à quel point le Maroc était, si ce n'est favori du match de la finale, en tout cas avait la cote, et peu de personnes s'imaginaient que le Maroc pouvait perdre cette finale, ce qui a finalement eu lieu à cause du penalty de Brahim Diaz. Même s'il faut aussi noter que pendant tout le match, le Maroc aurait pu être meilleur. Ils n'ont pas réussi à dominer les Sénégalais qui ont fait un excellent match. Et il y a eu des occasions des deux côtés qui ont été manquées. Donc Brahim Diaz a manqué le penalty qui aura offert au Maroc une joie immense évidemment. Un premier titre dans la CAN depuis 50 ans et évidemment une liesse dont on ne peut pas imaginer aujourd'hui l'ampleur mais qui aurait été immense dans tout le pays. Et donc les deux équipes sont parties en prolongation avec un magnifique but de Diouf à la 94e minute d'une superbe frappe qui a enfin réussi à tromper Yacine Bounou. Et derrière, les Marocains qui étaient à 10 contre 11 depuis le début des prolongations n'ont pas su revenir. Ils étaient à 10 contre 11 puisque Hamza Magan s'est blessé en début de prolongation et Walid Regragui, le sélectionneur marocain, avait déjà effectué tous ces changements. Il était obligé de poursuivre le match à 10 contre 11 Sénégalais qui ont su défendre leur avantage pendant 25 minutes. Au final, le Sénégal a donc, malgré les occasions, avec notamment une barre transversale pour le Marocain El Ainaoui, le Sénégal a remporté son deuxième titre continental en 4 ans, puisqu'ils avaient remporté l'édition 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations, après un scénario jamais vu qui a eu pour grande conséquence, et ce qui est ressorti des réactions après le match, de donner une image déplorable du football africain, et surtout c'était ça qui a constitué l'énorme déception des officiels et des entraîneurs, etc. C'est que la CAN jusqu'ici était réussie, avait vraiment une organisation qui avait été excellente, des pelouses en parfait état. C'était probablement, on se demandait avant le match, hein, est-ce que c'est la meilleure CAN de l'histoire en termes de niveau de jeu, mais surtout en termes d'organisation. Et pour beaucoup de personnes, c'était la réponse à cette question était oui. Et malheureusement, c'est la dernière minute de la finale que tout a basculé et que malheureusement, tous les efforts faits par le Maroc n'ont pas été réduits en morceaux, mais en tout cas n'ont pas connu la cerise sur le gâteau, entre guillemets, qui aurait pu faire pour le Maroc de cette CAN une CAN historique. Et même si évidemment elle le restera pour son organisation, mais aussi et malheureusement pour son scénario chaotique et invraisemblable. Également des questions qui sont posées après la finale, qu'aurait dû faire l'arbitre en voyant les joueurs entre vestiaires. On a un élément de réponse qui a été apporté par Franck Schneider, un ancien arbitre officiel en Ligue 1, qui a donc précisé que l'arbitre de la finale, Jean-Jacques Ndala Ngambo, aurait dû normalement avertir tous les joueurs sénégalais rentrés au vestiaire. Cette décision aurait conduit à des expulsions de certains joueurs qui étaient déjà avertis auparavant, mais aussi, et c'est là la raison pour laquelle l'arbitre ne l'a pas fait, aurait pu conduire à des violences encore plus importantes dans le stade. Et l'objectif de l'arbitre, d'après Frank Schneider à ce moment-là, était simplement de faire que le match aille jusqu'à son terme, ce qui, au vu de la situation, n'aurait peut-être pas été le cas si des joueurs sénégalais avaient été expulsés, puisqu'en effet, il faut rappeler qu'au moment de tirer le penalty, en tout cas dans la fameuse séquence qui a duré très longtemps avant ce penalty, on avait des supporters sénégalais qui voulaient envahir la pelouse en protestation, qui ont été traités avec violence par des stadiers. Et donc voilà, ça aurait pu vraiment basculer dans un chaos total. Et un journaliste de RMC d'ailleurs expliquait après le match avoir, entre guillemets, espéré que Brahim Diaz rate son penalty pour ne pas voir
le stade sombrait dans une espèce de chaos dû à une passion débordante et beaucoup trop débordante qui a pris le dessus sur la raison. Et arrivé dans le stade, donc, le penalty a été raté et au final, la finale s'est finie dans une ambiance un petit peu meilleure. En tout cas, probablement meilleure que si Brahim Diaz avait marqué son penalty du côté sénégalais. Bon, c'est tout pour ce sujet d'actualité. On passe maintenant au zapping et on commence avec du football encore. Le Paris Saint-Germain qui a remporté son 14e trophée des champions après une victoire au bout du suspense, au tir au but, face à son plus grand rival marseillais. Malgré un match peu convaincant, les hommes de Luis Enrique n'ont pas attendu longtemps pour remporter leur premier trophée en 2026. Lucas Chevalier, lui, a enfin décidé d'être décisif, c'était au tir au but, même si mardi soir face au Sporting Portugal, le Paris Saint-Germain s'est incliné 2-1 après un manque d'efficacité criant et un Lucas Chevalier, encore une fois, pas au niveau. À noter la victoire des Parisiens hier soir face à Auxerre pour reprendre provisoirement le sommet du classement de la Ligue 1 en attendant le match entre Lens et l'Olympique de Marseille. Et les Marseillais d'ailleurs, eux, qui gardent un palmarès vierge depuis 2012 suite à cette défaite au Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain. Un petit point mercato ensuite avec Rosignor, l'entraîneur de Strasbourg qui a signé à Chelsea durant cette trêve hivernale malgré un bon début de saison des Alsaciens qui sont un club satellite de Chelsea. Rosignor a dû donc partir et a rejoint le club londonien. Du côté du Paris Saint-Germain, le jeune Barcelonais Dro Fernandez devrait bientôt faire ses premiers pas dans la capitale. Le club parisien va lever sa faible clause de libération qui est seulement à 6 millions d'euros. L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a exprimé son immense déception après l'annonce du départ de la pépite de 18 ans. Il a indiqué cet échec pour le Barça comme étant la plus grande déception de sa carrière. Un mot ensuite de biathlon, c'est le Norvégien Sivert Bakken qui a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel en tout début d'année dernière. Il a été retrouvé par son coéquipier et leader du classement général de la Coupe du Monde à l'époque, Johan Olaf Botten, qui s'est donc absenté des étapes de Coupe du Monde qui ont suivi. Le maillot de leader est toujours actuellement porté par l'Italien Tommaso Giacomel devant le Français Eric Perrault. Le biathlète mort Sivert Bakken portait au moment où il a été retrouvé un masque d'altitude réglé sur 7000 mètres et donc évidemment dangereux. Un mot de Formule 1 avec les premières livrées de 2026 qui ont été dévoilées. La grande première pour Audi qui fait son arrivée sur le plateau de la Formule 1 pour cette nouvelle saison. À noter le nouveau règlement pour cette saison avec la disparition notable du DRS remplacé par une commande de boost d'accélération électrique en ligne droite pour assister le dépassement. Et puis le trophée Jules Verne s'achève ce matin pour l'équipage du Sodebo Ultime 3. Le Maxime Trimaran boucle son tour du monde à la voile en équipage avec un nouveau record à la clé a priori. Le précédent record était détenu depuis 2017 par Francis Joyon sur le trimaran Idexport. Il était de 40 jours et 23 heures. Et nous voilà désormais au débat de ce podcast. Le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier, a-t-il eu raison de se priver de Gaël Fickou, Grégory Aldrit et Damien Penaud pour le prochain tournoi des 6 nations? On rappelle d'abord que le tournoi débute le jeudi 5 février prochain au Stade de France pour un choc qui est presque une finale du tournoi dès l'ouverture face à l'Irlande, vainqueur du trophée du tournoi les deux années 2024 et 2023 avant la victoire des Bleus l'année dernière. Pour attaquer le tournoi, Fabien Galtier, il a fait des choix forts. C'était mercredi en conférence de presse, il a annoncé sa sélection dans laquelle ne figurait pas le Rochelet Grégory Aldrit, le Racingman Gaël Fickou et le Bordelais Damien Penaud. Pourtant, les trois joueurs ont été des cadres de son mandat à l'équipe de France depuis qu'il y est arrivé en 2020. Ils ont participé à toutes les grandes campagnes du 15 de France, faisaient figure de titulaire jusqu'au dernier tournoi Destination dans lequel les Bleus s'étaient imposés. Et surtout, ils sont de véritables cadres du vestiaire au-delà de leur niveau de jeu, puisque Grégory Aldrit était vice-capitaine derrière Antoine Dupont, Gaël Fickou est l'homme le plus capé de l'histoire du 15 de France, et Damien Penaud est lui devenu il y a un an le meilleur marqueur d'essai de l'histoire du 15 de France. Fabien Galtier a-t-il eu raison de se passer de ces trois joueurs? C'est difficile à dire tout de suite, mais à première vue j'ai tendance à dire que non, même si je vais expliquer les raisons pour lesquelles il a peut-être raison.
juste après. Mais pourquoi pour le moment ça me paraît risqué, osé? C'est parce qu'il se prive quand même de 3 cadres de son vestiaire, donc au niveau extérieur du terrain, mais également sur le terrain, puisqu'ils figuraient tous parmi les habituels titulaires du 15 de France. Et avec là, Fabien Galtier pose quand même un choix fort, qui est de dire, il l'a dit en conférence de presse mercredi, personne n'est indiscutable en équipe de France. Alors les raisons pour lesquelles il s'est passé de ces 3 joueurs sont a priori pour installer plus de concurrence, et on va y revenir dans un instant, pour des raisons de méforme de ces joueurs-là et d'une activité défensive qu'il n'estime pas tout à fait satisfaisante. Ces raisons sont peut-être bonnes, il a sûrement des informations que l'on n'a pas, même si encore une fois, des cadres aussi importants et 3 cadres qui ne sont pas sélectionnés d'un coup, ça a fait un petit peu un effet coup de tonnerre chez les suiveurs du 15 de France, qui se posent des questions évidemment, et ça me paraît aujourd'hui difficile, peut-être pas de comprendre, mais en tout cas de se le dire dès maintenant, que Fabien Galtier a fait le bon choix. Quand on connaît ce qu'apportent ces 3 joueurs, je pense notamment à Penaud et Aldrit, puis Miguel Ficou, même s'il joue toujours, et moins en vue ces dernières années, ça me paraît être un choix osé, mais qui, selon moi, a un objectif sur le moyen terme, à savoir la Coupe du Monde qui arrivera d'ici un petit peu plus d'un an et demi en Australie, ce sera en 2027. Et alors que le 15 de France lance dans quelques jours son avant-dernier tournoi de destination avant la Coupe du Monde, je pense que Fabien Galtier a très clairement eu l'envie de lancer de nouveaux joueurs pour renouveler son effectif et anticiper donc ce renouvellement et arriver à la Coupe du Monde avec un effectif complet dans lequel tous les joueurs ont déjà eu leur chance, ont déjà pu prouver ce dont ils étaient capables. Et c'est en se privant de 3 joueurs cadres dès cette année qu'il pourra en voir d'autres sur le terrain, pouvoir voir si d'autres joueurs s'installent, les feront oublier. Et donc c'est une vraie manière pour Fabien Galtier d'anticiper cette Coupe du Monde, de lancer de nouveaux joueurs sans attendre le tournoi 2027 qui sera seulement à 9 mois de la Coupe du Monde, où ça paraît un petit peu tard, mais cette année il se donne le temps de donner du temps de jeu et ensuite du coup de pouvoir avoir un choix moins précipité à faire en vue de sa sélection pour le mondial australien qui aura donc lieu, on le rappelle, en septembre 2027. Donc voilà, pour conclure, moi je pense que c'est un choix qui est très osé. En tout cas, à première impression, ça peut sembler un petit peu, pas fou, mais un petit peu étrange. Mais c'est un choix du sélectionneur. C'est un changement politique aussi, puisqu'il s'était beaucoup appuyé sur les mêmes cadres depuis le début de son mandat à la tête de l'équipe de France. Là, il y a un vrai changement, un début de rupture avec le passé. Il se prive de 3 joueurs majeurs d'un coup, même s'il faut noter qu'à côté de ça, Antoine Dupont est de retour au capitana pour ce tournoi, après avoir été blessé il y a un peu moins d'un an contre l'Irlande. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le débrief du mois de février 2026, que l'on suivra également, puisqu'on y débriefera notamment l'Open d'Australie qui est en cours en ce moment. Il y a déjà plus de Français au 3e tour, même si Corentin Moutet, lui, était le dernier en lice et s'est incliné contre le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz. Je vous dis donc au mois prochain et vous demande évidemment, si vous le souhaitez, de vous abonner, de laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez et d'aller, si vous le souhaitez, sur YouTube, laisser un commentaire. Tout est dans la description du podcast. Merci à tous et au mois prochain.